salut tout le monde, salut YouTube. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux dimanche. Salut à vous tous, un joyeux week-end. Euh, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui, même si ce n'était pas supposé parce que je fais des vidéos statiques du lundi au vendredi. Mais comme vous le savez, hier, les dossiers Epstein, plus de 2000 fichiers, 2000 dossiers avec je sais pas combien de vidéos sont sortis hier. Ça touche Trump, ça touche énormément de personnalités publiques, énormément de personnes, quoi. Ça touche tout le monde, quoi. Toutes les sphères. Et bien sûr, on a eu des documents hier, comme quoi Ripple, comme quoi Stellar et comme quoi la fondation Bitcoin ont été mentionnés dans les documents Epstein. Et j'ai passé la journée hier à publier des tweets, à publier des vidéos sur TikTok, à publier dans le Discord. Donc il y avait beaucoup de contenu par rapport à ça. Et là, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de YouTubeurs anglophones qui ont parlé de ça et qui vont parler de ça. Mais dans le côté francophone, il n'y a personne qui va prendre le risque et qui va prendre le temps de vraiment décortiquer ces preuves, ces évidences, ces documents. Bien sûr, on va pas parler de tout. On va pas parler de tout ce que Epstein a fait, la pédophilie, les enfants et tout. Bon, ça, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. C'est juste que les gens naïfs qui n'y croyaient pas depuis toutes ces années, ben maintenant, ils viennent tout juste d'y croire. Donc, toutes les conspirations maintenant sont avérées vraies. Et là, ils se disent, oh my god. Donc là, tout le monde est choqué, tout le monde est étonné. Mais moi, pour moi, ça fait au moins 15 20 ans que je connais tout ça. Même plus que ça. So, pour moi, c'est rien d'étonnant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, depuis toujours, depuis que j'ai commencé à avoir une conscience, j'ai compris dans quel monde on vit, j'ai compris qu'on est dans une prophétie, j'ai compris qu'on est dans un agenda diabolique luciférien, etc., etc., etc. Et on est condamné jusqu'à la fin du monde. Et on va vivre dans cet agenda diabolique luciférien. C'est comme ça, c'est le game. Bref, donc j'ai décidé de faire cette vidéo un dimanche, tu vois. Donc dimanche, en plus, c'est la journée parfaite, tout le monde est chez lui, tout le monde est tranquille. Et dans la mine. Donc, et vu que moi, je ne vais pas parler de pédophilie, de tout ce qu'on connaît, voilà, sur Epstein, on va parler de ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto. Ok? Et vu que Ripple, Stellar et la Bitcoin Foundation ont été mentionnés dans les documents Epstein, sur les documents Epstein, bah là maintenant ça nous intéresse, tu vois ce que je veux dire, ça touche notre domaine, ça touche notre industrie, ça touche notre game. Et en même temps, c'est bien d'avoir eu ces documents-là parce que moi depuis 2021, j'éduque les gens sur le Bitcoin et j'éduque les gens sur XRP. Depuis toujours, je dis que le Bitcoin est un cheval de Troie. Bitcoin ne sert absolument à rien. Bitcoin, sa seule utilité, c'était un cheval de Troie. C'était l'actif, c'était le truc qui va démarrer tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc c'était sa seule utilité. That's it, that's all. Sinon, côté technique, côté utilité vraiment pour le monde réel, c'est ce que j'arrête pas de vous expliquer depuis 2021, il ne sert absolument à rien. Donc, et qu'est-ce que je vous disais depuis toujours? Je vous disais que XRP, c'est littéralement le Bitcoin 2.0 et la seule menace du Bitcoin, c'est XRP, rien d'autre. Okay? Depuis toujours, je vous dis ça. Et depuis 2021, juste moi, quand je suis devenu YouTuber, vous avez très bien vu le tsunami d'articles, le tsunami d'arguments négatifs, le tsunami de FUD, le tsunami de conneries qui se balancent sur XRP et Ripple depuis 2021. Alors imagine le bordel négatif et le FUD et toutes ces conneries qui se balancent sur XRP et Ripple depuis 2012. Bon, moi 2012, je n'étais pas dans la crypto, mais j'ai connu la crypto fin 2016, début 2017. Et même moi, j'ai été initié dans la crypto par un gars que je connaissais à Montréal. Et lui, il me disait, n'achète jamais le XRP. Pourquoi? Parce que le XRP est un token pour les banquiers. C'est le Bitcoin qu'il faut acheter. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est sorti dans une situation extrêmement délicate, la crise financière de 2008. Donc, le système, ce système diabolique, ce système luciférien, il savait depuis toujours que on est sur le seuil de changer de système, de changer
de lifestyle, de changer d'infrastructure. Mais il fallait un cheval de Troie. Donc on ne peut pas juste venir et changer les choses comme ça. Et le cheval de Troie, c'était le Bitcoin, c'est sorti en 2008. Pourquoi? Parce que tout le monde a perdu la confiance dans le système traditionnel, donc dans les banques, etc., à cause de la crise financière de 2008. Donc il fallait quelque chose pour... Ok, tout le monde a perdu espoir, tout le monde a perdu confiance en nous. Donc il faut qu'on leur donne quelque chose, on leur donne l'illusion comme quoi quelqu'un est sorti de nulle part, il est sorti avec une idée de génie, il est sorti avec une révolution, et là maintenant, cette personne, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, elle a donné littéralement le pouvoir au peuple pour contrer ce système diabolique traditionnel qui nous contrôle depuis la nuit des temps. C'était l'histoire et le film parfait et le scénario parfait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le Bitcoin a fait ce qu'il a à faire, et c'est lui qui a démarré tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, depuis toujours, on insulte le XRP, depuis toujours, on insulte Ripple, depuis toujours, on dit XRP est un scam, depuis toujours, on dit que Ripple, c'est des gens qui vendent des XRP pour s'enrichir. Depuis toujours, depuis que j'ai connu la crypto, c'est ce que j'entends sur XRP, c'est ce que j'entends sur Ripple, et vous aussi. Donc, sans parler de ça, bien sûr, à part ça, les articles qu'on a toujours lus depuis toujours, des articles qui sont payés par un groupe de personnes, des grands médias qui doivent être neutres et qui doivent parler de l'utilité, etc. Mais non, ça parlait toujours de... Tu vois, plein de médias planétaires qui parlaient toujours de XRP, ou bien, même s'ils parlaient du bien du XRP, ils doivent toujours, mettre une étiquette sale dessus pour manipuler les gens et influencer les gens par rapport à XRP, comme quoi c'est un truc de merde et il faut toujours s'investir sur Bitcoin et sur Ethereum. Ça a toujours été comme ça, sans parler des influenceurs, Mark Kaiser et d'autres influenceurs, d'autres personnalités publiques qui ont toujours insulté XRP et qui ont toujours défendu le Bitcoin. Et pourquoi ça les a aidés? Parce que le Bitcoin, pendant tout ce temps-là, il faisait que apprécier. Donc la personne normale, elle se dit, ben là, le truc, il fait que monter. Donc, la vérité est ici. C'est l'actif sur lequel il faut investir. Même si le truc, il est monté à 126 000 $, il y a des gens qui veulent continuer à investir 1 000 euros, 2 000 euros sur le Bitcoin, tellement que le Bitcoin est devenu une valeur sûre, une valeur utilitaire. Les gouvernements achètent du Bitcoin. Donc, c'est devenu quelque chose de sérieux. Et surtout que le prix augmente. Et surtout que c'est le plus gros prix de toutes les cryptos. Donc, pour la personne normale, Bitcoin, c'est la vérité, le reste, c'est de la merde. Donc, c'est un travail qui a été fait depuis 2012, depuis le lancement du XRP Ledger et depuis le lancement du XRP. Depuis tout ce temps-là, un travail incroyable, un travail acharné, un travail agressif pour détruire Ripple et détruire XRP. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez, que vous savez. Donc, je ne vous ai rien dit de malade, je ne vous ai rien dit... de trucs. Mais c'est juste que les Bitcoin Maxis ne vont jamais avouer ça. Et là maintenant c'est ça la preuve avec tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est des gens qui sont mauvais, c'est des gens qui ont une mauvaise foi, c'est des gens qui ont un mauvais cœur, c'est des gens qui ont un cœur noir, c'est des gens qui sont sales, c'est des gens qui veulent... en fait, tous les Bitcoin Maxis, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, il y a des gens bien sûr. Tu peux être un Bitcoin Maxi et tu peux être aussi honnête par rapport à l'utilité qui se construit grâce à Ripple et grâce à d'autres blockchains. Tu peux être un Bitcoin Maxi, mais tu dis non, l'utilité, elle est réelle ici. Mais si tu es un Bitcoin Maxi, tu dis que tout le reste va aller à zéro, tu es une mauvaise personne. Et ça démontre clairement quel type de personne tu es. Et je suis sûr et certain, si on va voir d'autres choses dans la vie, dans ta propre vie, par exemple, avec ton entourage, avec ta famille, avec ta femme, tes enfants, tu es une mauvaise personne. C'est la vérité. Je ne blâme personne, je ne pointe du doigt personne. Je dis juste que les Bitcoin Maxis, avec tout ce qu'ils savent et avec tout ce qu'ils ont fait, avec tout le crachat et le venin qu'ils ont balancé sur la communauté XRP, montrent clairement que de nature, c'est des mauvaises personnes parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils se cachent derrière des arguments que eux-mêmes savent que ça ne fait aucun sens. Malheureusement, les gens qui ne comprennent pas la crypto, qui ne comprennent pas tout ce bordel, ils gobent toutes ces informations et ils se disent c'est ça la vérité. Et quand nous, on vient avec la vraie vérité et avec des vraies évidences, des vrais PDF, des vraies connexions, comme quoi Ripple est connecté à ci, à ça, et ça,
Non, mais non, votre XRP c'est de la merde, il vaut 1 dollar, 2 dollars, t'es sérieux, va te cacher. Tu vois? Donc toutes ces personnes francophones que vous entendez insulter XRP Ripple, c'est des personnes qui ont été influencées par toutes ces années, par ces médias, par ces articles, par ces influenceurs anglophones qui parlent du Bitcoin, qui ont été poussés et payés par un certain groupe, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc toutes ces années. Et c'est là que maintenant, grâce à la SEC, grâce à tout ce bordel, c'est là que maintenant les gens commencent à se réveiller. Même malgré le fait que les gens commencent à se réveiller, il y a toujours hein, cette majorité qui continue à cracher son venin sur XRP et qui continue à dire que XRP est un scam et XRP va aller à zéro. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom-là. Ah, il y a quelqu'un qui vient de s'abonner. Ok. Donc, j'espère que je vais bien faire la vidéo et j'espère vraiment que cette vidéo va faire le tour. J'espère vraiment que vous allez la partager, etc. Mais j'espère vraiment que je vais bien, je vais bien présenter les choses. Mais avant d'aller plus loin, avant de commencer à parler de Epstein, avant de commencer de vous montrer les documents et les connexions, je vais juste mettre les choses au clair. Sur TikTok, je dis à tout le monde que l'utilité du Bitcoin, c'est être un cheval de Troie. Partout, sur YouTube, et depuis 2021, c'est ce que je vous dis. Regardez un PDF qui est sorti le 7 mai 2021. Et c'est un PDF qui est fait pour la SEC. Okay? Bitcoin, cheval de Troie. C'est sa seule utilité. Bien sûr, il y a plein de choses à lire ici, mais on va aller petit à petit. Je vais exposer mes points de préoccupation de la manière la plus concise possible. Je vais soulever 3 questions qui font allusion au problème des ETF Bitcoin. Légitimer le Bitcoin met-il en danger la sécurité nationale des États-Unis? Tout le monde connaît l'attaque à 51% et que 75% du minage de Bitcoin se fait en Chine. Mais je pense qu'un autre risque important survient lorsque nous intégrons le Bitcoin dans notre système financier, en l'adoptant sous contrôle et supervision réglementaire. Ce que nous intégrons ouvrira notre système financier avec des canaux supplémentaires de dépendance et de vulnérabilité. Il est une chose que Bitcoin soit une fascination des amateurs, voilà, c'est vrai, mais c'est une autre chose lorsqu'il devient étroitement lié à notre système financier. C'est pour ça que Bitcoin, et c'est pour ça que Christine Lagarde et la BCE et d'autres acteurs de la finance disent que Bitcoin ne sera jamais dans nos réserves. Bitcoin ne sert absolument à rien. Bitcoin ne sera jamais une monnaie légale et Bitcoin n'est pas un outil financier. Donc il ne sert à rien pour le système financier. Avec la participation de nos institutions. Que se passe-t-il lorsque la technologie de preuve de connaissance nulle progresse au point que la réalisation d'AML devient coûteuse ou impossible? Ne mettons-nous pas en danger notre sécurité nationale non seulement face à la Chine, mais ne fournissons-nous pas aussi une plateforme à des États voyous comme la Corée du Nord pour participer au système financier mondial? Pourquoi? Parce que le réseau du Bitcoin, c'est des validateurs anonymes. N'importe qui peut opérer dans le réseau Bitcoin et n'importe qui peut être un validateur des transactions du réseau Bitcoin. Donc ça peut être des Nord-Coréens, ça peut être des Chinois, ça peut être des Russes, etc., etc. Donc si toi, tu fais attention à la géopolitique, etc., 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 tu penses vraiment que les Américains vont laisser un réseau contrôlé par des validateurs nord-coréens, chinois, russes? Pose-toi la question. Donc, les adversaires ne guident pas leur processus décisionnel existentiel basé sur l'économie. N'y a-t-il pas de sécurité si le code tombe en panne à cause d'une inconnue? Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit au début? Une attaque de 51%. Même David Schwartz, il l'a dit. Aucun gouvernement, il n'y a aucun obstacle pour un gouvernement de lancer une attaque de 51% attaque, une attaque de 51%. Il faut juste un 150 millions, 200 millions de matériel et on peut littéralement créer une panne, causer un tremblement de terre sur le réseau Bitcoin. Donc 200 millions, 300 millions de dollars pour un gouvernement, c'est absolument rien. N'est-ce pas de la fragilité au sens le plus extrême? Associer notre système financier au Bitcoin leur offrira une cible bien plus grande que Bitcoin. Donc on avance. Le Bitcoin a-t-il un plancher de sa valorisation comme le dollar américain?
On entend souvent l'argument selon lequel le Bitcoin n'est pas différent du dollar américain, dans le sens où le dollar américain n'a pas non plus de valeur intrinsèque. Cependant, cela ne semble pas vrai, car le USD a une valeur légale. À toute fin pratique, je sais que je peux toujours rembourser ma dette en USD. Le prêteur ne peut pas légalement refuser d'accepter des dollars comme remboursement de dette. Par conséquent, le dollar, il y a un certain plancher monétaire dans sa valeur. En fait, des arguments d'arbitrage peuvent être utilisés pour valider que le dollar possède une telle valeur intrinsèque. Cependant, un prêteur ne peut pas être contraint de recevoir le Bitcoin en remboursement. Il est donc tout à fait possible que le prix du Bitcoin tombe à zéro. Ben oui, parce que c'est un asset spéculatif à 100%. Donc n'importe quel événement, n'importe quel tweet, n'importe quel truc qui se passe sur cette terre peut l'impacter. Si Bitcoin n'atteint pas la participation financière et la légitimité attendue, que deviendra probablement la hausse spectaculaire de son prix? La nécessité de la demande de transaction provoque-t-elle une appréciation du prix du Bitcoin? Je pense que beaucoup auraient plus confiance dans la viabilité du Bitcoin si l'appréciation du prix était corrélée à une utilisation commerciale croissante plutôt qu'à l'exubérance de légitimité réglementaire. Voilà. Si seulement son prix était corrélé à une utilisation, on l'utilise pour régler un problème, pour résoudre un problème. Son prix monte, mais il n'y a rien derrière. Tu vas me dire, ouais, mais Lord, non, il y a des couches 2 qui améliorent la blockchain. Ok, il y a toutes ces couches 2, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a une banque qui utilise le Bitcoin maintenant pour les paiements? Est-ce qu'il y a une banque qui utilise le Bitcoin pour la liquidité? Est-ce qu'il y a une néobanque qui a choisi le réseau blockchain, le réseau du Bitcoin pour faire ses services bancaires? Est-ce que le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin est utilisé pour le médical, pour le financement du commerce, pour. Le Bitcoin peut-il affaiblir la capacité de la Réserve fédérale à mener des politiques monétaires? Je ne pense pas que cette question ait été entièrement étudiée. Mais tu as les TikTokers, les Bitcoin Maxis qui disent « Ouais, le Bitcoin sera la réserve des États-Unis. » Et devrait l'être avant de légitimer davantage Bitcoin en tant qu'ETF. En supposant que le Bitcoin fonctionne comme prévu, lorsque la Fed poursuit une politique monétaire expansionniste, les forces du marché peuvent-elles affaiblir l'efficacité de cette politique avec une telle monnaie concurrente en tant que refuge? Peut-on reformuler l'hypothèse sur Bitcoin? Comment le Bitcoin Comment le Bitcoin réhypothétique va-t-il entrer dans la blockchain? Quelle sera l'expansion du crédit sous Bitcoin? Comme pour le dollar américain. Je pense que ces problèmes doivent être abordés. Des questions qui sont très très sérieuses. Moi, je ne peux pas répondre à ces questions parce que c'est des questions techniques. C'est des questions, vraiment, où il faut un débat. Mais c'est des questions très sérieuses que personne ne se pose. Lorsque la Fed mène une politique monétaire expansionniste, avant que nous s'associons davantage le Bitcoin à notre système financier, ce sont des questions qui doivent évidemment être abordées, étant donné à quel point nos outils de politique monétaire ont joué un rôle déterminant pour sauver notre économie du précipice de la crise financière de 2008 et de la crise de Covid de 2020. Quelqu'un a dit avec ironie que Bitcoin est comme une Tesla, mais avec beaucoup de batteries usagées. Les risques peuvent être bien plus grands. C'est peut-être un cheval de Troie. Yes, un cheval de Troie pour accentuer le déclin de l'Empire américain. Un cheval de Troie pour ouvrir le monde à ce monde numérique. Un cheval de Troie qui a des batteries usagées. Donc, ce n'est pas une technologie révolutionnaire. Ce l'était il y a longtemps, oui, quand c'est sorti en 2008, 2009, 2010. Mais à partir de 2012, et le moment que les altcoins ont vu le jour, et surtout quand le XRP Ledger a vu le jour, parce que le XRP Ledger, c'est le premier avec un DEX, c'est le premier avec la DeFi, donc c'est le premier qui a tout lancé, c'est le premier DLT qui a tout eu avant tout le monde. Donc, on voit clairement que sa technologie elle est dépassée. Et depuis toujours, le Bitcoin n'a jamais évolué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son but. Son but, ce n'est pas d'évoluer. Son but, ce n'est pas d'offrir d'utilité. Son but, c'est être un cheval de Troie. Et ramener l'illusion
qui va durer pendant des années, c'est déjà le cas, ça fait 15 ans, 20 ans que les gens ont cette illusion comme quoi le Bitcoin c'est la meilleure technologie sur cette terre, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais cette illusion va disparaître. Et ça ne sera pas drôle pour ceux qui investissent sur le Bitcoin. Après, tu as investi sur le Bitcoin, tu as fait ton argent, bravo, j'ai rien à dire. Mais plus tu investis sur le Bitcoin et plus tu fais ton argent, plus tu te dis ce truc-là va toujours rester là à vie, il va toujours me donner de l'argent à vie. Donc ta fortune restera toujours sur le Bitcoin parce que toi tu le vois comme une valeur refuge. C'est là où tu vas te faire enculer. Pas maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais dans les années à venir. Donc, cherchant un accueil réglementaire de la part de nombreuses personnes émerveillées par cette nouvelle technologie. Émerveillées par cette nouvelle technologie. Dans le temps, c'était waouh. Maintenant, c'est de la merde. Ce qui vient peut-être des dieux, cela peut venir de Kim, le vrai Satoshi. Bon, après, on va parler du Satoshi parce qu'il y a des documents vrais, venant des documents Epstein, où ça prouve que Satoshi n'est pas une personne, mais un groupe de personnes. Chose que je vous disais en 2021. La NSA et la CIA. Une fois que nous avons laissé passer les portes, les conséquences peuvent être irréversibles, comme une transaction Bitcoin à l'intérieur du doigt ou une clé privée mal placée. Étant donné que l'argent n'est pas seulement la technologie, mais aussi le droit et l'économie. Alors lorsque Warren Buffett et Charles Munger se placent du côté de la prudence, avec leurs principes éprouvés dans ces deux derniers points, tout en louant la technologie elle-même, c'est probablement aussi bon que n'importe quel conseil. Donc là maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Pourquoi Bitcoin n'est-il pas un or numérique? Et je sais que sur TikTok, la majorité pense que Bitcoin est une valeur refuge. La majorité pense que Bitcoin est un or numérique. Même sur YouTube, tout le monde pense la même chose. Là, on va mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Même si 20 millions de fois, on a mis les points sur les i et on a montrer les évidences comme quoi le Bitcoin n'a jamais été une valeur refuge et ne sera jamais une valeur refuge. Et le Bitcoin n'a jamais été de l'or numérique et ne sera jamais l'or numérique. La monnaie est largement connue pour servir à trois fins. Unité de compte, moyen d'échange et réserve de valeur. En passant, unité de compte, moyen d'échange et réserve de valeur, le seul qui a ça, c'est XRP. Désormais, le nouveau récit populaire est que le Bitcoin fonctionnera principalement comme une réserve de valeur. Refuge. Comme un or numérique, remplaçant le récit original comme moyen d'échange, compte tenu des défis techniques et pratiques persistants. Donc, vu que Bitcoin est tellement lent et sa technologie derrière, la preuve de travail, ne peut pas subvenir aux besoins de tout ce qui est échange, de transfert de valeur, alors les Bitcoin Maxi se sont dit, ok, alors on ne peut pas trop parler de moyens d'échange parce qu'il y a des blockchains meilleurs que le Bitcoin dans ça. Alors nous, on va parler de la réserve de valeur. Donc comme quoi c'est un or numérique. Donc tu vois que les Bitcoin Maxis, à chaque fois quand un truc ne va pas dans leur direction, ben, ils ajoutent un nouvel argument. Tu vois? Et ils basent tout leur écosystème et toute leur illusion sur ce nouvel argument. Maintenant, ce nouvel argument-là, c'est quoi? C'est l'or numérique et bien sûr, c'est valeur refuge. Cependant, le Bitcoin a-t-il atteint la fonction de réserve de valeur? Voici trois raisons pour lesquelles Bitcoin n'a pas démontré sa fonction de réserve de valeur. Premièrement, contrairement à l'or, le Bitcoin n'est pas une monnaie collatérale. Les banques centrales détiennent de l'or car il peut être une source facile de devises étrangères, notamment pour le dollar américain en période de crise. Donc les banques centrales ne détiennent pas des bitcoins. Et ça, c'est une vérité. Même la Banque centrale européenne, elle a dit non, on ne va jamais détenir du bitcoin dans nos réserves. Mais détenir du XRP pour éliminer les comptes Nostro-Vostro, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est David Schwartz qui le dit. Non, mais la vidéo vient tout juste de commencer. Idéalement, les banques centrales étrangères aimeraient établir un accord de swap line avec la Réserve fédérale pour convertir leur monnaie locale en dollars américains, à déclencher un cas d'urgence. Lors d'une telle crise, l'accès au financement en dollars devient coûteux, voire impossible, ce qui entraîne le risque de défaut des banques locales en raison de leur incapacité à continuer de financer leur position en dollars. De telles lignes d'échange entre banques centrales deviennent une assurance lorsque de telles crises surviennent. Cependant, de telles lignes de swap représentent un risque pour la Réserve fédérale. Si le souverain fait défaut, la Réserve fédérale se retrouve à détenir des pertes dues à la dépréciation de devises étrangères. Par conséquent, l'allocation de ces lignes de swap est généralement attribuée à des souverains ayant une bonne situation de crédit.
Une alternative à ces lignes de swap est l'or. L'or peut également servir de garantie pour accéder au dollar américain lors d'une telle crise. C'est pourquoi l'or a de la valeur en raison de son schéma historique répété qui agit comme une assurance pour accéder à la liquidité en période de crise extrême. L'or a toujours agi de cette manière depuis la nuit des temps, depuis le temps des pharaons. Et là maintenant, tu as une technologie qui a juste 10 ans, 15 ans, avec des gens qui sont tellement malades mentaux. À chaque fois quand il y a un argument qui ne va pas dans leur direction, ils sortent avec un nouvel argument. Et là maintenant, ils ont collé valeur refuge, or numérique. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a que 21 millions de tokens. Et c'est de celle-là, en fait, c'est de là où cette illusion de or numérique a commencé. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est très rare. Mais les vrais facteurs qui font que il est l'or numérique ou il est une valeur refuge, il n'y a aucun facteur que Bitcoin respecte. Zéro, aucun critère. Walou. Tu vois? À ce jour, le Bitcoin n'a pas encore démontré son rôle en tant que monnaie de garantie. Encore moins pour les banques centrales. Mais XRP l'a démontré. Et XRP a été choisi pour ça. Et XRP a été fait pour ça. Pourquoi? Parce que le XRP, c'est le Bitcoin 2.0. Le Bitcoin devrait être à la place du XRP. Mais malheureusement, ils ont compris que Bitcoin ne peut pas avancer et subvenir aux besoins de ce qui se met en place. Dès le départ, après 2 ans, 3 ans de sa création, ils ont compris que c'est le XRP Ledger qui va prendre le relais. Ok? Deuxièmement, je soutiens que le Bitcoin est un exemple de fait semblant jusqu'à que tu y arrives. Fake it until you make it. Donc, on fait semblant jusqu'à qu'on y arrive. Donc là, maintenant, on parle de l'or numérique, nanana. Jusqu'à que ça arrive, ils vont dire, ouais, regarde, c'est vrai. Mais jusqu'à date, il n'y a rien. Et ça ne va jamais arriver. La spéculation sur le Bitcoin est motivée par l'attente d'une participation institutionnelle croissante de Wall Street. Mais Bitcoin a été créé pour être contre Wall Street. Donc là, je ne comprends plus. Là, je ne comprends plus. Vous investissez sur le Bitcoin et vous achetez du Bitcoin parce que Bitcoin est venu avec une idéologie comme quoi il est contre ces vampires qui détruisent nos vies. Mais tout le monde maintenant est content que quand les banques investissent sur Bitcoin et tout le monde est content quand les gouvernements investissent sur Bitcoin. Donc, vous n'étiez pas contre ces gens-là. Et maintenant, vous êtes content quand ils parlent de Bitcoin? L'hypocrisie totale. Je comprends ce que je veux dire. Et là, maintenant, on parle l'attente d'une participation institutionnelle croissante de Wall Street. Hypocrisie, non? De la rue principale et du gouvernement. Ce sont tous des aspects de la centralisation. Voilà. Là, le Bitcoin devient de plus en plus centralisé et il est déjà centralisé, il a toujours été centralisé. Ok? Que la communauté Bitcoin avait autrefois... donc, ce sont tous des aspects de la centralisation que la communauté Bitcoin avait autrefois peu de respect. Ben, c'est ça. La communauté Bitcoin, pourquoi le Bitcoin est devenu planétaire? C'est parce que il était contre ce système. Il était contre la centralisation. Cette attente repose sur le battage médiatique selon lequel le prétendant est le roi légitime. Par exemple, si le gouvernement décrétait demain que les carapaces de tortues pouvaient être utilisées légalement pour rembourser des dettes, alors immédiatement, nous verrions les tortues devenir en danger. Les carapaces de tortues prendront de la valeur, non pas par un mérite de carapace de tortue comme de l'argent, mais simplement par un changement de définition de leur statut légal. Le lobby crypto travaille activement dans la même direction pour s'intégrer au système existant. Avec les ETF Bitcoin comme prix immédiatement souhaité, l'anticipation de la légitimité est ce qui a alimenté l'appréciation du Bitcoin. C'est pourquoi je pense que la hausse du prix du Bitcoin est une forme de fait semblant jusqu'à que tu arrives. Voilà, encore une fois, c'est écrit noir sur blanc et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est vrai. Le prix du Bitcoin augmente et apprécie, pas parce qu'il y a une utilisation, pas parce qu'il y a une solution, pas parce qu'il y a une utilité. Il apprécie parce qu'il est drivé par des illusions qui n'ont pas encore démontré comme quoi c'est des faits, c'est que des illusions. Donc on fait semblant jusqu'à que un jour ça arrive si ça arrive. Donc c'est du vide de A à Z. Je ne suis pas en train d'insulter le Bitcoin. Le Bitcoin, il a fait son travail.
il a fait ce qu'il a à faire, merci Bitcoin, et c'est grâce à lui qu'on est investisseur dans la crypto, et c'est grâce à lui qu'on a connu le XRP. J'ai rien à dire, je ne l'insulte pas. Si tu es un Bitcoin maxi et tu aimes le Bitcoin et tu as fait ton argent dessus, il n'y a aucun problème parce que tu vas faire de l'argent dessus. Le Bitcoin, c'est pas un top pour le Bitcoin. Bitcoin va aller chercher un nouveau all-time high, il va aller encore plus loin dans les cycles prochains. Je ne suis pas contre le Bitcoin. Je suis contre les gens qui disent que Bitcoin, c'est la meilleure truc, c'est la meilleure révolution et il n'y a que lui et rien d'autre. Ces gens-là sont mauvais. Ces gens-là ne sont pas honnêtes. Ces gens-là sont des menteurs. Moi, je suis contre les gens. Je ne suis pas contre la technologie. La technologie, elle ne m'a rien fait. Elle n'a pas d'âme. Ce n'est pas un humain. Je veux dire, elle ne parle pas. La technologie, elle est bien. C'est un départ, c'est un début. Mais après, on a de meilleures technologies qui offrent les vraies solutions dont le monde a besoin en ce moment même. Et c'est pour ça que nous, on préfère investir sur XRP ou investir sur tel coin, investir sur autre. Mais on surveille toujours le Bitcoin et on regarde le Bitcoin et on respecte le Bitcoin. Mais c'est juste que quand tu commences à parler techniquement et mécaniquement, c'est là où on n'a pas le choix de dire la vérité sur le Bitcoin. Ok? On avance. Enfin, la raison la plus évidente est que le Bitcoin est beaucoup trop volatile. En général, les actifs considérés comme une réserve de valeur devraient présenter des caractéristiques de risque qui correspondent à la stabilité et non au niveau de volatilité. Bitcoin n'est aucunement stable. Un tweet de Trump et Bitcoin perd 20-30%. Donc, devrait présenter des caractéristiques de risque qui correspondent à la stabilité et non au niveau de la volatilité que nous continuons d'observer. De toute évidence, le Bitcoin est bien trop volatile, avec un risque potentiel de devenir sans valeur également. C'est déjà le cas. Le responsable de la gestion des risques dans les banques ou la trésorerie d'entreprise peut-il réellement donner le feu vert au Bitcoin, étant donné le scénario possible où la valeur du Bitcoin tomberait vers zéro? Si nous avons tiré des leçons de la crise passée, l'impossible n'est pas aussi improbable que ce que nos meilleurs modèles supposent. C'est pourquoi Bitcoin n'a pas... c'est pourquoi Bitcoin n'a pas encore prouvé qu'il était une réserve de valeur. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il existe, 20 ans, 15 ans qu'il existe. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve comme quoi c'est une réserve de valeur, comme quoi c'est un or numérique, comme quoi il a été créé pour une utilité, zéro, que dalle. Donc, ne laissons pas le fait semblant jusqu'à que tu arrives une possibilité pour le faux or numérique. C'est un faux or numérique. Et c'est une fausse réserve de valeur. Laissez la technologie prouver sa valeur d'abord en démontrant de manière convaincante les trois fonctions de l'argent. Et jusqu'à date, celui qui a montré de manière convaincante les trois fonctions de l'argent, le XRP Ledger XRP. Je considère la technologie blockchain comme une innovation véritablement nouvelle qui peut améliorer des civilisations, mais ces versions bêta de l'argent restent insuffisantes. Bitcoin, bêta test. On a lancé le Bitcoin, cheval de Troie, on a manipulé les mentalités, on a fait ce qu'il fallait faire, mais on a compris que voilà, Bitcoin c'était le départ, mais ce n'est pas la fin. Ok? Donc je voulais commencer avec ce PDF pour mettre les choses au clair, parce que depuis 2021, je vous parle de Bitcoin comme quoi c'est un cheval de Troie. Et depuis 2021, je vous dis que XRP, c'est littéralement le Bitcoin 2.0. Et c'est pour ça que je crois qu'un jour, XRP vaudra le même prix que le Bitcoin actuellement, même plus dans les années à venir. Donc là, maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Premier document. Un email de Jeffrey Epstein datant de 2016 vient de refaire surface dans l'énorme fuite de 3 millions de fichiers du DOJ. Il existerait plus d'un Satoshi. Epstein y évoque un projet de monnaie fiat charia compatible, estampillé In God We Trust, destiné aux musulmans du Moyen-Orient. Il discute également avec des membres de familles royales saoudiennes d'un partenariat avec des fondateurs de Bitcoin, non nommés pour développer ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on comprend dans ce tweet? On comprend que Satoshi n'a jamais été une personne, comme certains Bitcoin maxis aiment dire. Déjà, eux, dès le départ, c'est des naïfs, ils ne savent pas. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont même pas Bitcoin maxis et qui continuent à croire que Satoshi est une personne. Et qui continuent à croire que Satoshi a rencontré lui, il a parlé avec lui. Les gens sont... J'ai pas envie d'insulter, mais les gens sont vraiment naïfs. Vraiment, vraiment naïfs.
Et depuis toujours, je fais partie des gens qui vous disent que non, Satoshi est un groupe de personnes. La NSA, la CIA, c'est un groupe de personnes. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre, c'est un groupe de personnes. Collectivement, on travaille ensemble pour créer le Bitcoin. Et voilà, c'est écrit noir sur blanc. Jeffrey Epstein, voilà, le 13 octobre 2016. I have spoken to some of the founders of Bitcoin. J'ai parlé à quelques-uns des fondateurs du Bitcoin. Donc ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est une armée. Ok? Donc là, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui dit Satoshi est un humain ou c'est une personne, cette personne, il faut arrêter de l'écouter. C'est mort. Donc tous les hashers, tous les Bitcoin maxis que vous connaissez, vous les entendez parler de Satoshi et ils continuent à dire non, Satoshi est un humain, c'est des gens de mauvaise foi, c'est des mauvaises personnes, c'est des gens qui veulent vous induire dans l'erreur. C'est écrit noir sur blanc et on l'a toujours su. C'est juste maintenant, c'est une confirmation. Satoshi est un groupe de développeurs, groupe de fondateurs. On avance. Pourquoi? Encore une fois, je pense que ces fondateurs-là du Bitcoin, ce n'est pas des gens normaux. C'est la CIA, la NSA. Et je vais vous montrer la preuve. On va sur Wikipédia. SHA-2. SHA-2 est une famille de fonctions de hachage. Le Bitcoin a besoin de hachage. Qui ont été conçues par la National Security Agency des États-Unis, la NSA. Sur le modèle des fonctions SHA-1, SHA-0. Elle-même fortement inspirée de la fonction MD4 de Ron Rivest, telle que décrite par la National Institute, blablabla. Bla, 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 bla. Maintenant, si tu fais une recherche sur tout ça, après, c'est intéressant tout ça, mais on ne va pas tout lire. On va pas tout lire. Si tu tapes une recherche, boum, c'est écrit noir sur blanc, Bitcoin. Fonction de hachage cryptographique, Bitcoin. Donc, cette technologie qui s'appelle SHA-2, voilà, est un algorithme de hachage conçu par la NSA, le même algorithme de hachage que le Bitcoin utilise. Ah, donc, I have spoken to some of the founders of Bitcoin. J'ai parlé à quelques-uns des fondateurs du Bitcoin. Et les fondateurs du Bitcoin, voilà un membre de ces fondateurs du Bitcoin. On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que l'algorithme SHA-256 et comment fonctionne-t-il? Ce système existe et il s'appelle SHA-256, un algorithme hachage crucial dans la révolution technologique qui a permis l'essor des crypto-monnaies et la protection avancée des informations dans le monde numérique. Bitcoin. SHA-256 est un élément fondamental de l'infrastructure de sécurité qui prend en charge tout. Ces certificats web au contrôle de version dans les projets logiciels. C'est la NSA qui est littéralement en contrôle de la colonne vertébrale du Bitcoin, parce que c'est écrit noir sur blanc, est un élément fondamental de l'infrastructure de sécurité qui prend en charge tout. C'est pour ça que, quand on parle d'infrastructure de sécurité, une attaque de 51%, tout est parti. Ok? Donc, comprendre le fonctionnement de cet algorithme ouvre non seulement la voie à la compréhension de la technologie blockchain, mais aussi à la confiance qui influence notre vie numérique quotidienne. Blablabla. Bla, bla. On avance. Qui vient de la NSA? David Schwartz. C'est écrit noir sur blanc. David Schwartz, he is a Chief Technology Officer at Ripple. Blablabla, bla, bla, comme tu peux le voir ici. Voilà. Il a développé, des systèmes de stockage cloud chiffrés. Donc, des systèmes de stockage cloud encryptés. Donc, il touchait déjà la crypto. Et de messagerie d'entreprise pour des organisations telles que la CNN et la NSA. Okay? Et David Schwartz lui-même, il a dit que j'ai participé dans les premiers jours de la création du code du Bitcoin. Revenons à qu'est-ce que Epstein il a dit, j'ai parlé à quelques-uns des fondateurs du Bitcoin. Donc encore une fois, c'est un groupe de personnes, la NSA, David Schwartz. Et bien sûr, il y a d'autres choses. Nous, on ne peut pas avoir toutes les informations du monde. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais je vous supplie de connecter ce que je vous montre.
Tu as juste besoin de connecter ce que je te montre et ce que tu sais déjà, et tu vas comprendre que c'est la vérité, même si on n'aura jamais quelqu'un à la télé qui va sortir et va dire ouais, c'est vrai, les boys, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? On avance. Donc, David Schwartz, NSA. Qu'est-ce qu'on voit ici? David Schwartz, dans les années 1988, il travaillait déjà, il a créé un patent, il a créé un brevet hein, qui explique tout ce qui est blockchain, tout ce qui est DLT, tout ce qui est crypto, etc., etc. Et c'est exactement hein, le schéma que tu vois ici. Ça, c'est littéralement un dessin de cette technologie sur laquelle on repose actuellement, tu sais, la blockchain, les DLT, etc. Donc en 1988, le mec, il était dans la NSA, il a travaillé pour la NSA. Donc depuis 1988, depuis très longtemps, on travaille sur cette technologie qui est la blockchain. Et depuis très longtemps, on met les choses en place petit à petit pour arriver au moment dans lequel on se trouve. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est pas nouveau. Tout ça, c'est pas sorti de nulle part. Un gars, Satoshi Nakamoto, il était là, il s'est réveillé. Ah, il y a la crise financière. Ah, je vais lancer le Bitcoin et je vais sauver le peuple. Ok? On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit David Schwartz. Hein? Pourquoi ça s'est enlevé? Comment? Pourquoi ça a bloqué là? Vas-y là. Bref, c'est pas grave, je vais. Ok, voilà. Donc, ici, voilà. Schwartz était actif dans le domaine de la cryptographie au début des années 2000. Ok? Mais rappelez-vous, qu'est-ce que je viens tout juste de vous montrer? En 1988, le 25 août 1988, il avait déjà un brevet. Mais, d'après cet article, au début des années 2000, et aurait expérimenté le Bitcoin dès le début. Est-ce que le Bitcoin est sorti? Est-ce que le Bitcoin est sorti hein, dans les années 2000? Est-ce que le Bitcoin est sorti dans les années 2000? Non, il est sorti en 2008-2009. Donc le Bitcoin a été créé depuis très longtemps. Peut-être pas créé, peut-être pas lancé, mais l'idée de lancer un Bitcoin hein, était déjà là. Ripple lui-même a été lancé en 2012, mais le XRP Ledger était déjà en développement en 2011. Tu vois? Donc le XRP Ledger était déjà en développement en 2011, le Bitcoin est sorti en 2008-2009, et David Schwartz, 1988, il était déjà sur un DLT, hein, sur la création d'un brevet qui explique un DLT. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici? Ok? À peu près au même moment où Satoshi Nakamoto a disparu. Donc Satoshi Nakamoto a disparu au moment où le XRP Ledger était déjà en développement, et en 2012, le XRP Ledger est lancé, Satoshi Nakamoto a disparu. Tu vois ce que je veux dire? Le timing est bizarre ici. Le timing est très très bizarre ici. David Schwartz, il a dit lui-même, j'ai participé dans les premiers jours de la création du Bitcoin. Epstein, il t'a dit clairement que j'ai parlé avec quelques-uns des fondateurs du Bitcoin. Satoshi Nakamoto n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Et la colonne vertébrale du hachage du Bitcoin vient de la NSA. David Schwartz travaillait pour la NSA. Et David Schwartz, comme par hasard, c'est le créateur du XRP Ledger, qui a vu le jour 2 ans, 3 ans après la création du Bitcoin, en sachant que le Bitcoin ne peut pas subvenir aux besoins du monde. On avance. On avance. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici?
Donc, attends. Ouais, avant d'aller plus loin, ça c'est quoi le... Ok, ok, ouais, attends. Donc là, avant d'aller plus loin, ok. Donc, deuxième truc. Donc là, là, je vais aller, je vais décortiquer document par document. Tu vois. Et après, c'est à vous de connecter les choses. Comme quoi, dès le départ, XRP était un investissement de malade. Dès le départ, XRP, c'était l'investissement sur lequel il faut être depuis le début. Ok? Donc, je vais décortiquer document par document. Là, c'est le deuxième document. Des documents divulgués provenant de cercles liés au MIT et à Jeffrey Epstein montreraient qu'en juin 2013, certaines élites technologiques et financières considéraient déjà Ripple, à l'époque OpenCoin, comme une infrastructure de remplacement du système bancaire mondial. En 2013, toi 2013, tu grattais encore ton cul, tu savais même pas si le Bitcoin existait ou je sais pas quoi. En 2013, donc un an après que le XRP Ledger a été créé. Donc un an après, il n'y a rien encore. Et un an après, on voyait déjà Ripple comme une infrastructure de remplacement du système bancaire mondial. Pourquoi? Parce que le XRP Ledger a eu le premier DEX, il est venu avec le premier DEX sur cette ère, le XRP Ledger est venu avec la DeFi, les premiers. Donc dès le départ, en 2013, les gens qui étaient autour de OpenCoin et les gens qui étaient autour de Ripple dans ce temps-là avaient la vision de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Tu vois? Pendant que le grand public recevait Bitcoin comme un outil anarchique ou spéculatif, pendant toutes ces années depuis 2013, malgré l'éducation que Ripple a fait, malgré les tests que Ripple a fait avec R3 et différentes banques mondiales, malgré tout ce qu'elle a fait, tout est passé inaperçu. Tout est passé en dessous de la table. Pourquoi? Parce que sur la surface, il n'y avait que le Bitcoin, 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 Ethereum, Bitcoin, 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 Ethereum. Pendant que le grand public percevait Bitcoin comme un outil anarchique ou spéculatif, ces acteurs auraient travaillé sur l'investissement de Google Ventures sur OpenCoin. Dans ce temps-là, il y avait Google qui a investi sur OpenCoin. L'utilisation du XRP Ledger pour transformer les paiements mobiles mondiaux. Dans ce temps-là, on parlait de ça. L'idée que XRP serait la couche d'utilité institutionnelle pour les paiements à grande échelle. Dans ce temps-là, on parlait de ça. Donc, c'est pour ça que depuis la création du XRP, XRP est une menace directe pour le Bitcoin et pour la communauté Bitcoin. C'est pour ça qu'on est détesté et c'est pour ça qu'ils continuent à nous insulter et c'est pour ça qu'ils disent que XRP va aller à zéro. Parce qu'ils ne veulent pas l'admettre. Le message insiste sur le fait que le narratif de l'utilité de XRP n'est pas une invention récente. Il ferait partie du plan initial conçu bien avant que le grand public ne s'y intéresse principalement pour la spéculation. Et là, je vais tout vous expliquer. Déjà, voilà les preuves. Les documents sont là, tout est écrit ici, ok? Voilà, tout ça, Internet Africa, tout ça, donc tout est écrit, rien n'est de la foutaise. Mais, on parle du MIT, ok? MIT, des documents divulgués provenant de cercles liés au MIT et à Jeffrey Epstein. Mais il ne faut pas oublier un truc. MIT a adopté Ripple comme un validateur. Hein? Ça, c'était en 2016. Il ne faut pas oublier, MIT... elle fait des recherches avec Ripple. Ça, c'était en 2016. Il ne faut pas oublier que Ripple, elle a donné 50 millions de dollars à différentes universités dans le MIT. Donc Ripple, elle fait les bonnes choses. Mais d'un autre côté, hein, donc tu vois, regarde de quoi on parlait regarde comment on parlait de Ripple dans ce temps-là. Et regarde Ripple, qu'est-ce qu'elle faisait avec le MIT. Ok? Elle leur a donné de l'argent, elle travaille avec le MIT, elle est même validateur chez Ripple. Donc c'est un validateur de confiance. Ok? Donc en 2013, des gens, le cercle, l'entourage du MIT et Jeffrey parlaient déjà de Ripple et comme quoi ça sera l'infrastructure de remplacement du système bancaire mondial. Et ça parlait même du XRP. Et je vais vous dire un truc. Ici, ça dit, ce que j'ai aimé, le fait que le narratif de l'utilité du XRP n'est pas une invention récente. Et ça, j'explique ça depuis 2021. Tous les anciens qui me suivent depuis 2021 n'ont jamais connu un YouTuber comme moi qui leur a
montrer en profondeur à quel point la technologie de XRP est une technologie extrêmement ancienne. C'est juste que dans ce temps-là, on n'avait pas la technologie pour vraiment le faire. Là, on l'a. Mais c'est une idée extrêmement ancienne. Je vous montre la preuve. C'est écrit ici, regarde. N'est pas une invention récente. Triffin Dilemma, le dilemme de Triffin. En finance internationale, le dilemme de Triffin est le conflit d'intérêts économiques qui surgit entre les objectifs nationaux à court terme et les objectifs internationaux à long terme pour les pays dont les monnaies servent de monnaie de réserve mondiale. Ce dilemme a été identifié dans les années 1960 par l'économiste belgeo-américain Robert Triffin. Il a noté qu'un pays dont la monnaie est la monnaie de réserve mondiale détenue par d'autres nations comme réserve de devises étrangères pour soutenir le commerce international doit, d'une manière ou d'une autre, fournir sa monnaie au monde pour répondre à la demande mondiale de ces réserves de devises. Cette fonction d'approvisionnement est nominalement assurée par le commerce international, le pays détenant le statut de monnaie de réserve étant tenu de gérer un déficit commercial inévitable. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour vous donner un peu le truc. Mais maintenant, on va chercher Bancor. Voilà. Le dilemme de Triffin est généralement cité pour exposer les problèmes liés au rôle du dollar américain comme monnaie de réserve dans le système mondial de Bretton Woods établi en 1944. John Maynard Keynes avait anticipé cette difficulté et avait préconisé l'utilisation d'une monnaie de réserve mondiale appelée le Bancor. Historiquement, les SDR du FMI ont été ceux qui se rapprochent le plus du Bancor proposé. Mais ils n'ont pas été adoptés suffisamment largement pour remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Et c'est qui est en train de devenir une monnaie de réserve mondiale? XRP. Pourquoi? Parce que les banques centrales vont hold du XRP pour éliminer les comptes nostro-vostro. Donc c'est une monnaie de réserve. Et pour être une monnaie de réserve, tu as 3 critères. Une unité d'acompte, une unité de change et une réserve de valeur. Okay? Ça, j'ai parlé de ça en 2021. Faites des recherches sur le Bancor. Et le Bancor, c'est littéralement, quand tu les entends parler, quand tu décortiques ce qu'ils disent, ça ressemble mot pour mot à ce qu'on est en train de voir avec XRP. Ok? Donc, revenons à ce document. En 2013, ça parlait déjà avec Jeffrey Epstein et au MIT, comme quoi Ripple OpenCoin sera une infrastructure de remplacement du système bancaire mondial. Le même Jeffrey Epstein qui parlait avec certains fondateurs du Bitcoin. Ok? Et en plus de ça, ça mentionne aussi que XRP n'est pas une invention récente. Donc, ce qui me prouve que, ce truc-là de Triffin et Keynes, l'idée de mettre en place un truc comme XRP, comme réserve mondiale pour remplacer le dollar, pas dans tous ces critères, mais voilà, donner un nouveau rôle à cette monnaie de réserve mondiale, un rôle qui a rapport avec la liquidité ou autre chose, ben là tu te dis, c'est intéressant. On avance. Prochain document. Jeffrey Epstein aurait permis à Gary Gensler d'obtenir son poste au MIT sous la direction de Joichi Ito, en raison de connexions communes entre Epstein, Gensler et le clan Clinton. Rappelez-vous que rappelez-vous que le MIT a adopté Ripple comme validateur. Rappelez-vous que MIT a travaillé avec Ripple. Rappelez-vous que Ripple a donné 50 millions de dollars à différentes universités. Rappelez-vous que Jeffrey est plus un gars de Bitcoin qu'un gars du XRP Ledger et XRP. Ok? Donc là, tu as un MIT université qui est respectée et qui est avec qui elle travaille avec Ripple, mais tu as un Jeffrey Epstein qui fait tout pour bloquer Ripple et cette technologie, parce que la preuve, on voyait déjà au MIT on voyait déjà des cercles liés au MIT et à Jeffrey parler de Ripple comme quoi c'est le prochain remplacement du système bancaire mondial. Donc là, ça ne va pas dans la tête. Pour les bitcoins, pour ceux qui sont derrière Bitcoin, ceux qui poussent le Bitcoin. Non, ça ne marche pas. Ok? Donc là, on voit clairement que Jeffrey Epstein a permis à Gary Gensler d'obtenir son poste au MIT. Ah, là, ça devient intéressant.
Et là, si tu vois ici bien comme il faut, tu vois que, voilà, une autre personne qui est connectée à Jeffrey Epstein, qui est Josh Ito, voilà, Joy Ito, mes excuses concernant Jeffrey Epstein. Tu vois? Donc voilà, c'est écrit noir sur blanc. Jeffrey Epstein aurait permis à Gary Gensler d'obtenir son poste au MIT sous la direction de Joichi Ito. Voilà, Joy Ito, tu vois? Mes excuses concernant Jeffrey Epstein. La preuve que ça travaillait ensemble. MIT, mes efforts de collecte de fonds pour le MIT Media Lab. Je les ai invités au laboratoire et à visiter plusieurs de ses résidences, tu vois. Donc MIT, Gary Gensler, Jeffrey Epstein, ils savaient l'ampleur de Ripple, ils connaissaient l'ampleur de Ripple, ils connaissaient la valeur de Ripple et l'utilité de cette technologie de Ripple. Ils savaient. Okay? C'est pour ça que Gary Gensler, tu as des vidéos de lui sur YouTube quand il était au MIT. Il parlait de la blockchain, il parlait de Ripple, il parlait de plein de choses. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc, Gary Gensler, voilà, comme vous pouvez le voir. Gary Gensler, avant sa nomination, il était professeur de pratique en économie mondiale et gestion à la MIT. Donc, qui l'a mis au MIT? Jeffrey Epstein. You know? Et qu'est-ce que tu vois ici? Voilà, Blockchain and Money, ça vient de MIT. Ça vient du professeur Gary Gensler. Regarde, How XRP fits into Ripple Payments Product Explained. Comment XRP intègre les paiements de Ripple, intègre les produits de paiement de Ripple. Tu vois comment il parle de XRP ici? Au MIT. Et qui a mis Gary Gensler au MIT? C'est Jeffrey Epstein. Pendant ce temps-là, MIT est un validateur de Ripple, et pendant ce temps-là, Ripple subventionne MIT. Et en 2013, Ripple était déjà une menace. OK? Aux yeux de Jeffrey Epstein. OK? Et encore, n'oubliez pas, voilà, Jeffrey Epstein était proche des fondateurs du Bitcoin. Il a même investi sur la fondation du Bitcoin et c'est grâce à son argent que la fondation du Bitcoin a démarré. On continue. Prochain truc, Epstein avait des informateurs qui surveillent Ripple et XRP dès le tout début. Dans ce document, quelqu'un dit à Epstein que Jeb McCaleb travaillait sur un projet secret Bitcoin avant de quitter Mt. Gox pour lancer Ripple et le XRP Ledger. Là, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que Jeb McCaleb était derrière Mt. Gox, fondateur de Mt. Gox. Et Mt. Gox, c'était Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin et rien d'autre, parce qu'il n'y avait que Bitcoin dans ce temps-là. Mais vu que c'est le fondateur de Mt. Gox, donc ça veut dire que Jeb McCaleb était lié à Jeffrey Epstein. Mt. Gox était lié à Jeffrey Epstein parce que c'était le même groupe minoritaire restreint. C'était quelques personnes. Tu vois? Donc ils se connaissaient, ils se parlaient. Tu vois? Et là c'est écrit Joe is on their adversary board. They just asked me to be on their adversary board. Donc c'est comme si on parle d'une nouvelle compagnie ou d'un nouveau écosystème qui va voir le jour et ils sont en train de demander à des gens de devenir leurs conseillers. Tu vois ce que je veux dire? Les conseillers, les membres du conseil de cette nouvelle technologie. Et d'après ce qui se dit ici, dans ce document, quelqu'un dit à Epstein que Jeb McCaleb travaillait sur un projet secret Bitcoin avant de quitter Mt. Gox. Donc, le moment où il a quitté Mt. Gox, il a lancé Ripple et XRP Ledger. Donc, c'est ça le projet secret Bitcoin. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire que le Bitcoin, sa seule menace, c'est le XRP. XRP, c'est le Bitcoin 2.0. Si Bitcoin est monté à 126 000 sans aucune utilisation, XRP va dépasser le 126 000 avec utilisation. Une autre preuve. Comme quoi, depuis longtemps, Ripple et XRP sont surveillés et depuis très longtemps, on met les bâtons dans les roues à Ripple et à XRP. Et ça montre depuis très longtemps que ces personnes-là, Chris Larsen, Arthur Brito, Jeb McCaleb, c'est des gens pas normaux. C'est des gens qui viennent d'une sphère restreinte, une sphère extrêmement puissante, voilà, qui touche à tout ce qui est diabolique, luciférien, voilà, connecté à Jeffrey Epstein. Je ne vais même pas aller loin dans ça. Ça ne m'étonnerait même pas. Hein? Et depuis toujours, qu'est-ce que je dis? Je dis le fait que Ripple, qu'elle puisse avoir les clés du monde entier, les clés de tous les systèmes financiers du monde entier, ça, c'est pas une compagnie normale, parce qu'elle a été créée par des gens extrêmement puissants. Et là, on voit la preuve. Jeffrey Epstein,
qui était une personne extrêmement puissante, hein, un agent du Mossad, pour faire du chantage et pour contrôler certains acteurs importants aux États-Unis et dans le monde entier, tu vois ce que je veux dire, pour les intérêts d'Israël. Donc on le sait tous, le Mossad, etc. Mais en même temps, il travaille avec la CIA et la NSA, c'est normal. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que Bitcoin est une arme. Ça a toujours été une arme. Des États-Unis, des sionistes, des juifs. Ok? On avance. J'espère que je ne vais pas vous perdre, j'espère. Jim Caleb, l'ancien cofondateur de Mt. Gox, vise les étoiles avec sa société vaste. Donc juste pour vous montrer que Jim Caleb, c'était l'ancien cofondateur de Mt. Gox. Ok? Et Mt. Gox était lié à Jeffrey Epstein. Et Jim Caleb, il a décidé, non, ça m'intéresse plus, je veux vraiment créer un autre truc, et c'était Ripple et l'XRP Ledger. Avec Arthur Brito, David Schwartz et Chris Larsen. Et depuis, la guerre a commencé. On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit Would one of you please give me, ça c'est Jeffrey, voilà, Jeffrey Epstein, Austin Hill, qui envoie un email à Jeffrey Epstein. Ok? Et en même temps, tu as Joichi Ito. Joichi Ito, c'est le même gars. Hein, Joichi Ito, c'est le même gars qui a dit toutes mes excuses à Jeffrey Epstein et c'est le même gars qui a aidé Gary Gensler à devenir professeur au MIT. Ok? Voilà. Jeffrey Epstein permet à Gary Gensler d'obtenir son poste au MIT sous la direction de Joichi Ito. Et dans cet email, ben, tu les vois les deux. Tu vois Jeffrey Epstein et tu vois Joichi Ito. Would one of you please give me a call? Donc, est-ce que quelqu'un peut m'appeler? I can explain some of this issue. Je peux expliquer une partie de ce problème. Mais normalement, I have been asked by the other co-founders to reduce or take your allocation away. Donc, il a été demandé par d'autres cofondateurs de baisser son allocation. Donc, ça veut dire les subventions, l'argent. Voilà, il n'y aura plus de subventions. On va réduire tes subventions, on va réduire les privilèges. Tu vois, façon de parler. Ripple and Jed New Stellar are bad for the ecosystem. Ripple et Stellar sont mauvais pour l'écosystème que nous construisons. Et c'est en train de faire des dommages incroyables pour nos investisseurs. Parce que en fait, c'est deux entités qui vont dans la même direction. Bitcoin s'en va dans la même direction, et Ripple s'en va dans la même direction avec Stellar, mais eux, ils s'en vont dans la même direction avec des bonnes choses, avec des bonnes bases, mais Bitcoin, non. Donc, on voit clairement dans cet email, Austin Hill qui envoie ça à Jeffrey Epstein, et qui dit à Jeffrey Epstein comme quoi j'ai été demandé de réduire, non pas réduire ou allocation. Allocation, c'est pas privilège, c'est pas frais ou subvention, c'est pas ça. Allocation, c'est Austin Hill, il dit ça à Jeffrey. Donc, les cofondateurs m'ont dit de réduire ta position, voilà, de réduire ou de prendre ta position. Ripple and Jed New Stellar are bad for the ecosystem. Ripple and Stellar sont mauvais pour l'écosystème que nous créons. Donc depuis le début, depuis 2014, donc 2 ans que le XRP Ledger a vu le jour, depuis 2014, Ripple et Stellar sont un problème. Donc, tout ce que tu as entendu, tous les articles que tu as entendus, toutes les personnes qui ont insulté Stellar et Ripple, tu comprends d'où vient la haine, tu comprends d'où vient la source, tu comprends d'où vient le bordel. Le bordel vient depuis très longtemps, depuis le début. Parce que Jim Caleb était fondateur de Mt. Gox. Mt. Gox faisait partie de la même sphère que Jeffrey Epstein, etc. Donc, Bitcoin Foundation, avec Blockstream. Et là, Jim Caleb, il se dit non, ciao, je pars chez Ripple, avec une nouvelle équipe. Eux, ils se disent non, dang, ok. Et là, ils voient, le XRP Ledger a vu le jour. Ah, c'est meilleur. Et c'est clair qu'il sera adopté plus que le Bitcoin, c'est sûr et certain, à fur et à mesure.
Donc eux, pour eux, c'est une menace totale. Et c'est de là que les articles ont commencé, les influenceurs ont commencé, on a commencé à payer des médias, on a commencé à payer des influenceurs, on a commencé à faire du lobbyisme, on a commencé à faire tellement de choses pour salir l'image de Ripple. Et aussi, on a créé l'affaire juridique contre la SEC. Elle aussi, elle est liée à Jeffrey Epstein. Ok? On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ça, c'est Léonidas. Léonidas, il a fait un bon... comment dire, un bon résumé de ce que je vous ai expliqué. Donc, mon avis sur la mention du fichier Ripple Stellar Epstein. Donc, c'est ce fichier-là. Voilà, tu vois, ce fichier. Donc, le courrier mentionne 4 personnes. Austin Hill, Jeffrey Epstein, Joichi Ito, Red Hoffman. Austin Hill était alors PDG et cofondateur de Blockstream. Blockstream, une entreprise spécialisée dans le Bitcoin. Donc Blockstream, spécialisé dans le Bitcoin, Blockstream connecté à Jeffrey Epstein. Si j'ai bien compris, le courriel envoyé à Epstein et Joichi Ito par Austin Hill n'était qu'un autre effort des partisans du Bitcoin pour combattre Ripple et Stellar. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. En 2014, Ripple et Stellar sont mauvais pour l'écosystème que nous construisons. Okay? Nous savons qu'Epstein et Ito étaient liés par le biais du MIT Media Lab qui recevait des fonds via certaines des fondations contrôlées par Epstein. Tu vois? Mais eux, quand ils disent qu'ils sont en train de détruire les trucs qu'on construit, ce qu'on construit, en fait, ils ne voulaient jamais rien construire. Depuis le début, c'était un scam. Ils ne voulaient jamais rien construire. En fait, des gens de leur même équipe ont compris qu'il n'y avait rien. C'est pour ça qu'ils sont partis créer Ripple, OpenCoin, etc., etc. Et eux, ben, ils ont clairement vu qu'il y a une menace et leur empire de merde allait tomber. Et c'est pour ça qu'ils sont allés all-in en faisant des trucs sales pendant toutes ces années. Donc, il semblerait qu'Epstein et Joichi Ito aient investi dans Blockstream et également été impliqués ou envisagé de l'être dans Ripple ou Stellar. Donc Jeffrey Epstein allait être investi dans Ripple. Il allait être investi dans Stellar. Parce que la preuve, regarde, c'est écrit, ben, les fondateurs m'ont demandé de réduire ou de prendre ta part. Tu vois? Quelque chose comme ça. Le second destinataire du courriel, Joichi Ito, était le cofondateur de Digital Garage, une société japonaise ayant investi dans Blockstream. Il a également été conseiller de la fondation Stellar en 2014. Tu vois? Donc depuis le début, ils voulaient mettre les mains sur Ripple et mettre les mains sur Stellar. Mais ils n'ont pas pu. Il y a eu un clash. Voilà, voilà. Ils ont compris que le prochain move c'est Ripple et tout, mais il y a eu un clash. Austin Hill leur faisait pression pour réduire ou supprimer leur allocation, d'après Blockstream, afin de choisir un cheval, son cheval dans cette course. Et c'est écrit noir sur blanc. Les investisseurs, ils sont en train de backer 2 chevals qui ont la même route. Donc c'est ou bien tu back Ripple ou bien tu back Bitcoin. That's it. Tu vois? Maintenant, toutes les histoires des Bitcoin Maxis que vous connaissez, toute leur histoire est tombée à l'eau avec cette vidéo qui dure 1 heure et peut-être qu'elle va durer 1h30. Tout ce qu'ils ont dit de A à Z, c'est de la foutaise. Et tout ce qu'ils diront encore, c'est de la foutaise. Bitcoin, c'est de la merde. Il ne sert à rien. Ils l'ont toujours su. Et ils l'ont compris dès le début. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour salir Ripple et XRP. Et toi, en tant qu'investisseur, tu t'es fait endoctriner par des gens qui ne savent rien, qui ne connaissent même pas la vérité. Malgré le fait que moi j'ai fait des vidéos et des vidéos, je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait pour te réveiller, mais tu as décidé, tu as dit non, je ne veux pas me réveiller. Mais maintenant, si tu ne te réveilles pas avec toutes ces preuves que je te montre, avec toutes ces connexions que je viens de te faire, je ne sais pas quoi te dire. On avance. Donc, la personne mise en copie du courriel, Red Hoffman, était également membre du conseil d'administration de Blockstream. Donc, comme tu peux voir ici, voilà, CEO, cofondateur Austin Hill, Blockstream. Blockstream, c'est Bitcoin. Comme tu peux voir ici, voilà, Digital Garage, Blockstream. Tu vois? Comme tu peux voir ici, Blockstream, Red Hoffman. Tu vois? Ils sont tous connectés à Jeffrey Epstein. Donc, les Bitcoin, c'est littéralement Jeffrey Epstein. Sans Jeffrey Epstein, il n'y aurait pas eu du Bitcoin. Parce que c'est Jeffrey Epstein qui a investi, qui a donné du capital à tous ces joueurs-là, Joichi Ito, Red Hoffman et tout ça, pour pousser le Bitcoin et pour que le Bitcoin soit comme il est. Il y a même Tether qui est en jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il n'y a pas que
c'est beaucoup plus gros. C'est pour ça que Tether, je vous dis que ça ne va jamais tomber. Tu vois? Et Tether, c'était le premier stablecoin au monde à voir le jour juste après le Bitcoin. Donc ça a été lancé par le même groupe. Ok? On avance. Donc ici, le cercle d'Epstein craignait Ripple et XRP, comme je vous ai démontré tout le long de la vidéo. Parce qu'il a ruiné leur arnaque Bitcoin. Les emails le prouvent. Lien direct avec Heatgate. Donc comme vous le savez, hein, avec l'affaire juridique, on a eu Jay Clinton en 2020 qui a lancé l'affaire juridique sur Ripple, etc., etc. Et ça a créé tout un bordel. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y a une conspiration de fous derrière qui touche Ethereum. Donc Ethereum, ils ont toujours voulu être deuxième. Parce qu'avant, dans le temps, XRP était deuxième. Il y avait Bitcoin, il y avait XRP, après il y avait Ethereum. Donc Ethereum a toujours voulu être première. Donc être deuxième. Donc ils ont tout fait, ils ont menti, comme le groupe du Bitcoin, ils ont tout fait, ils ont menti, etc. Mais il ne faut pas oublier que Ethereum est aussi connecté à Epstein. Donc, pour encore une fois salir l'image de Ripple et vraiment détruire Ripple une bonne fois pour toutes, c'était ça leur plan, c'est passer par Ethereum. Donc la SEC a accordé des laissez-passer élites à Ethereum et Bitcoin, tout en mettant Ripple à genoux pour protéger le cartel corrompu. Et c'est là où William Hillman a fait un discours qui est un discours planétaire, incroyable, en 2018, dans lequel il a mentionné que Bitcoin n'est pas une sécurité et Ethereum n'est pas une sécurité. William Hillman était payé par la Foundation Ethereum. Il a été payé plus de 6 millions de dollars par année. Et en même temps, il travaillait dans un cabinet d'avocats qui s'appelle quelque chose Hatcher, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. On va voir tout ça comme ça. Donc, c'est un directeur de la SEC qui a été corrompu, d'une manière ou d'une autre, par les mêmes acteurs, pour faire un discours planétaire qui donne le feu vert à Bitcoin et Ethereum et qui met derrière Ripple et XRP. Et en plus de ça, non seulement on fait le discours et on s'arrête à là, non, on dépose une affaire juridique sur Ripple. Et c'est pour ça que Jay Clinton, lui aussi connecté à Jeffrey Epstein, connecté à tout ce groupe-là, ont balancé du jour au lendemain une affaire juridique contre Ripple. Et c'est là que XRP est descendu à 1 centime. Et vous connaissez l'histoire. Là maintenant, tout fait du sens. Hein? Ça, c'est des choses que je vous disais depuis 2021. Sans parler de Jeffrey Epstein. Moi, je ne connaissais pas Jeffrey Epstein en 2021. Mais tout ça était clair. Tout en mettant Ripple à genoux pour protéger le cartel corrompu, réveille-toi, mouton, c'est piégé. Donc, ouais, réveillez-vous. Et comme tu peux le voir, c'est lui, William Hillman, qui a fait le fameux discours en 2018 pour donner le feu vert à Ethereum et à Bitcoin. Donc voilà, Hillman, les emails de Hillman révèlent que le discours de 2018 sur l'Ether a suscité l'avis de plusieurs responsables de la SEC. Tu vois? Donc, et pour finir, voilà la preuve, comme quoi Heatgate est connecté à tout ça. Heatgate exposé comme écran de fumée élaboré. Le coup de maître de la marionnette Epstein pour détourner les yeux de Bitcoin Gate Bonanza. Parce qu'il y a Bitcoin Gate, donc pour distraire les gens sur tout ce qui se passe autour du Bitcoin, parce que tout ce qui se passe autour du Bitcoin depuis toujours, c'est vraiment luciférien, diabolique, c'est dégueulasse. Regarde les gens qui sont derrière. Vraiment, on n'a rien vu encore. Donc pour distraire les gens, alors c'est bien de créer Heatgate. Voilà, pour que le focus va ailleurs. Gardez vos portefeuilles matériels, les amis. Il s'avère que Heatgate, cette histoire croustillante des exploits réglementaires d'Ethereum et des chouchous de la SEC, n'était qu'une leurre brillante présentée par Jeffrey Epstein. Alors que nous poursuivons tous les fantômes de Vitalik et les gaffes de Gensler, la vraie corruption crypto qui court dans le Bitcoin Gate reste sans réponse. Epstein de son île de la triste hommage, Epstein de son île nous a joué comme des violons bon marché dans une symphonie de Ponzi. On s'est fait avoir, les détenteurs de sacs. Il est temps de se réveiller et de suivre les indices de Bitcoin avant que la prochaine porte ne nous porte tous. Bah oui, c'est un gros scam, et c'est un peu ironique parce que les Bitcoin Maxis, ils disent que XRP c'est le plus gros scam du siècle, mais en fait, le plus gros scam du siècle, ça a toujours été le Bitcoin. Donc là maintenant, Bitcoin continue à apprécier, il va continuer à apprécier, il n'y a aucun problème. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin restera comme il est. Le Bitcoin aura une fin, le Bitcoin
ne sera plus comme tu le penses, c'est sûr et certain qu'il va perdre énormément de sa valeur. Je ne sais pas s'il va aller à zéro, aucune idée, mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tout ça pour vous dire que toutes ces années, vous les avez vécues dans un mensonge. Toutes ces années, vous les avez vécues dans une illusion. Vous, les Bitcoin Maxis. Je suis désolé pour vous, c'est malheureux, mais vous êtes tellement têtus que malgré ces évidences, vous allez vous dire non, c'est un psyop, non, il n'y a aucune preuve, non, c'est de la foutaise, non, 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 aucun problème. Moi, je parle avec les gens qui ont des neurones, les gens qui ont une cervelle, les gens qui ont une intelligence, les gens qui arrivent à connecter les choses. Parce que vous aussi, vous avez vécu tout ça avec moi. Vous avez vécu les 4 dernières années, les 5 dernières années avec moi. Donc, vous avez vu qu'est-ce qui a été dit. Tous les articles, toutes les conneries, malgré les preuves, malgré l'utilité, malgré ce qui se développe. Mais ça continue à insulter, à cracher. Là, maintenant, on a la preuve. Comme quoi, tout était planifié depuis le lancement du XRP Ledger. Il faut détruire Stellar, il faut détruire Ripple parce que ça ne convient pas à leur business. Et leur business, c'était l'arnaque Bitcoin. Simple, les gars. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va faire le tour. Il y aura d'autres documents qui vont tomber, c'est sûr et certain. Donc je vais faire une partie 2 pour continuer à développer toute cette histoire et ramener plus de couches d'évidence et de preuves. Mais, juste avec ce que je viens de vous dire, c'est un tremblement de terre pour les Bitcoin Maxis. Et si vous connaissez un Bitcoin Maxi, partagez cette vidéo avec lui parce que c'est la vérité et il doit connaître la vérité. Sur ce, je vous dis merci, prenez soin de vous et on se voit pour une deuxième vidéo, une partie 2, après avoir ramassé les autres documents, s'il y a d'autres documents. Ciao tout le monde, peace.